Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue pour cette nouvelle conférence du cycle Pouillou. Je vais immédiatement laisser le micro et la parole à Sylvie Muller qui va nous présenter notre invitée. Bonsoir à tous. J'ai le plaisir ce soir de vous présenter notre conférencière qui arrive de Paris, qui est maîtresse de conférences à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, maîtresse de conférences en archéologie grecque. Elle est également ancien membre de l'École française d'Athènes et c'est dans ce cadre qu'elle a eu l'occasion de diriger des fouilles sur le site de Malia en Crète, dans un secteur qui a pris le nom de quartier épi puisque les secteurs de Malia sont nommés par des lettres grecques. Ce secteur s'est révélé très très fructueux, disons que son intérêt s'est porté surtout sur la période néopalatiale qui correspond en gros au début du bronze récent, 16e et 15e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'elle va vous parler de la façon dont on construisait les maisons en Crète minoenne, la civilisation minoenne étant donc une façon de désigner l'âge du bronze crétois. Le projet d'expérimentation qu'elle va nous présenter a démarré l'an dernier, se poursuit encore, et donc a pris place dans le cadre d'une ANR nommée TIMA, donc sur le bois de charpente dans le Mont des Géants. Voilà, je lui laisse la parole. Merci Sylvie, ça fonctionne, oui. Vous m'entendez bien? D'accord, parfait. Bon, je voudrais d'abord remercier les organisateurs, organisatrices de ces conférences Jean Pouillou de m'avoir invité pour vous présenter ce projet qui est effectivement un projet qui est toujours en cours, dont je pourrais partager quelques résultats, mais qui sont encore préliminaires et pour lesquels il y a encore un certain nombre de questions que nous nous posons et pour lesquelles je serais ravie aussi d'avoir des retours ou d'autres questions qui peuvent nous aider justement à enrichir ce projet qui, comme tout projet archéologique, est un projet collectif, donc je suis là seule pour le présenter ce soir, mais évidemment il a été construit avec un certain nombre de collègues dans le cadre effectivement d'un projet initial qui était dans le cadre de l'École française d'Athènes, sur lequel je vais revenir, autour de la terre à bâtir. Et puis, nous avons profité d'un autre projet qui a commencé en 2022, le projet donc TIMA, auquel il a été fait allusion tout à l'heure, qui porte donc sur le bois dans l'architecture égéenne à l'âge du bronze, pour combiner en fait des recherches sur la terre à bâtir donc, et le bois par le biais de l'expérimentation, qui est aussi quelque chose qui était un petit peu nouveau à Malia, nouveau aussi pour moi, parce que je n'étais pas du tout familière de cette méthode d'étude. Et qui change quand même par rapport à ce que l'on a l'habitude de faire en archéologie, puisqu'en général on détruit plutôt le bâti en le fouillant, et donc là il s'agissait au contraire de construire. Donc il y a un certain nombre d'étudiants grecs et français ou d'autres nationalités, et puis de collègues qui bien sûr sont étroitement associés à la réalisation de ce projet. Donc un petit élément de contexte d'abord pour ceux qui ne sont pas familiers de la Crète minoenne. Donc on va se transporter sur le site de Malia, qui est un des sites palatiaux de l'âge du bronze sur la côte nord-est de la Crète. Alors je ne sais pas pourquoi, voilà, je vais sortir le laser. C'est un site qui est anciennement fouillé, sur lequel on a donc réuni une documentation assez importante depuis un siècle, avec un palais, dont vous avez le plan ici dans sa dernière phase, d'autres grands ensembles que je vais mentionner un petit peu plus tard. Mais le fait que ces fouilles soient relativement anciennes pose aussi un certain nombre de problèmes, puisqu'il y a une partie de la documentation qui n'a pas été enregistrée, des informations qui sont perdues, notamment sur ces éléments en terre et en bois qui n'ont pas beaucoup intéressé les premiers archéologues, voilà, des questions sur lesquelles finalement on s'est penché plus récemment dans l'histoire de la recherche.
Alors, nous conduisons effectivement en ce moment des recherches archéologiques classiques, je dirais, par le biais de fouilles effectivement dans le secteur Pi que vous voyez ici. Il y a aussi d'autres programmes de recherche de Sylvie Muller ou de Maud de Volder sur le palais de Malia, avec donc des connaissances qui continuent d'être construites par ces études qui sont évidemment plus... Enfin, voilà, qui ont d'autres méthodes que celles qui ont été appliquées il y a une cinquantaine d'années. Un des problèmes que l'on a en Crète quand on s'intéresse à la terre à bâtir et au bois, c'est le fait que ces matériaux se préservent très mal. La terre à bâtir n'est préservée que lorsqu'elle a été cuite dans un incendie, volontaire ou involontaire, qui a permis de préserver en particulier les briques. Donc le plus souvent, on ne trouve que ce que vous voyez ici, à savoir les soubassements en pierre, et c'est à partir de ces vestiges qu'il faut essayer de restituer donc l'élévation et la façon dont ces bâtiments étaient construits dans les parties supérieures. Donc nous essayons en général voilà, de récolter le maximum de fragments. Donc il y a d'autres éléments qui se préservent relativement bien, par exemple les enduits de chaux, sur lesquels on peut réaliser un certain nombre d'analyses pour connaître leur composition, la façon dont ils ont été appliqués sur les sols ou sur les murs. Les empreintes qui sont enregistrées sur les fragments de terre à bâtir qui peuvent être collectées là aussi en fouille, donc des empreintes de végétaux divers ou de bois. Et puis différents types d'analyses qui ont été réalisées récemment sur les éléments en terre crue, en particulier sur les briques, dans le palais et dans le secteur Pi, et qui, là aussi, nous donnent des éléments sur les recettes qui constituaient ces briques et sur la façon dont elles ont été fabriquées. Donc, on pouvait s'appuyer sur cette masse d'informations pour essayer d'aller un petit peu plus loin, puisque ces informations voilà, ne répondaient quand même pas à toutes les questions que l'on pouvait se poser. En parallèle, si on regarde ce qui se passe de façon générale sur la Crète minoenne, sur la civilisation minoenne en dehors de Malia, les publications, les recherches autour de l'architecture ont principalement porté sur l'architecture monumentale. Donc on connaît relativement bien les palais crétois, le plus célèbre étant celui de Knossos, bon, dont en plus on a des images largement diffusées, qui sont celles de ce palais qui a été en partie restauré, enfin avec en partie reconstruit par Evans après sa fouille dans les années 1930. On a aussi des éléments assez précis sur l'architecture grâce à un site qui n'est pas en Crète, mais qui est à Santorin, une île donc, qui se trouve directement au nord de la Crète, au sud des Cyclades, et qui se trouve dans la sphère culturelle minoenne, à l'âge du bronze récent, et qui nous donne quand même un point d'appui, un point de référence, parce que l'agglomération qui a été fouillée sur cette île a été détruite et ensevelie lors de l'éruption du volcan, la grande éruption du volcan de Santorin, qui est datée maintenant autour de 1560, c'est-à-dire qu'on est là vraiment pile dans l'époque minoenne, à l'époque néopalatiale. Et puis, en dehors de ces éléments archéologiques de terrain, on a aussi toute une iconographie et des objets qui nous permettent de restituer en 3 dimensions cette architecture minoenne et d'avoir une idée de ce à quoi pouvaient ressembler les bâtiments minoens, même si on peut penser que le plus souvent, ce ne sont pas les maisons les plus banales qui sont représentées, mais plutôt voilà, une architecture plus prestigieuse ou monumentale. Alors, en se fondant sur cette masse d'informations, nous trouvions qu'il restait tout de même des questions qui
qui méritaient d'être abordés, auxquels on ne pouvait pas répondre simplement par l'observation sur le terrain ou par les analyses en laboratoire. Et c'est donc pour essayer de répondre à ces questions que nous avons proposé cette expérimentation qui, contrairement aux expérimentations qui ont déjà été réalisées en Crète, ne portait pas sur un seul élément, parce qu'il y a des archéologues qui avaient déjà essayé de fabriquer quelques briques en travaillant sur la brique, d'autres qui avaient réalisé des expérimentations sur les enduits, mais donc c'était resté quand même quelque chose d'assez spécifique dans l'objet et d'assez limité aussi. Et nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de se lancer dans une expérimentation à échelle 1, donc, pour avoir une idée de ce que pouvait être un chantier minoen, qu'est-ce que ça signifiait de fabriquer ces grandes briques. On verra que les briques utilisées, en particulier à Malia, sont des briques de très grande taille. Aussi, un peu en réaction à une idée que l'on trouve très fréquemment dans la bibliographie, qui est que la construction en terre crue, c'est très facile. Chacun peut réaliser ses propres briques et on associe ça en général à l'autoconstruction. Et c'est une idée qui est extrêmement répandue dans la littérature archéologique sur la Crète minoenne. Voilà, chacun construisait en famille ou avec un groupe de proches. Donc c'était aussi pour essayer de voir un peu plus concrètement ce en quoi consistaient donc ces chantiers de construction. Donc s'y sont ajoutées des questions sur le bois qui étaient donc associées, qui étaient plutôt au cœur du projet TIMA, sur le rôle du bois dans l'architecture, qui est encore plus mal connu que celui de la brique, puisque le bois soit a complètement disparu, soit n'est présent que sous la forme de charbon lorsque la maison a brûlé, et parfois, par chance, on trouve des vides ou des empreintes lorsque les bâtiments ont brûlé. Donc on a la chance à Malia d'avoir ce complexe exceptionnel du quartier Mu, avec des murs qui sont conservés en élévation, parfois jusqu'à 2 mètres. Et donc vous avez là les traces de pièces de bois horizontales qui étaient présentes dans ces murs. Et je vous montre une photographie d'archives parce que bien souvent, ces vides ont été comblés lors des restaurations parce que ça présentait effectivement, il y avait une fragilité dans le mur, mais on ne peut pas toujours les identifier dans les vestiges actuels. Donc ce qui est très intéressant au quartier Mu, sur lequel je vais revenir parce que ça a été un petit peu notre modèle pour guider l'expérimentation, c'est que les différents négatifs de bois, ces trous, ces vides, ces empreintes, ont permis dans le secteur qui est visitable aujourd'hui de restituer par exemple ce plancher entre des espaces qui sont en sous-sol et un premier étage, avec donc une idée de ce à quoi pouvait ressembler la construction de ces planchers associant donc bois et terre. Donc les méthodes que nous avons essayé de mettre en œuvre, ce sont celles qui sont en général associées à l'expérimentation archéologique, c'est-à-dire qu'on part effectivement des données archéologiques déjà acquises sur le terrain ou par les analyses. À partir de ces données, il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été formulées par nous ou par d'autres, puisque on a un siècle de recherche derrière nous. Et puis, donc, l'expérimentation vise avant tout à tester ces hypothèses. Et donc, nous avons essayé de mettre en œuvre des protocoles d'enregistrement de façon à ce que cette expérimentation soit une expérimentation scientifique et pas seulement une reconstruction comme ça peut se faire sur d'autres chantiers, et ça peut avoir son intérêt. Mais là, il s'agissait aussi d'élaborer donc des référentiels expérimentaux
c'est-à-dire que les différents éléments de ce bâtiment, les briques, les éléments de bois, les éléments de sol, les enduits, sont observés, sont analysés et comparés avec les données archéologiques pour voir si, quels sont les éléments que l'on peut mettre en parallèle ou les éléments qui diffèrent. Et évidemment, l'objectif est d'essayer d'expliquer tout cela. Donc j'y reviendrai au fur et à mesure de la présentation. Un des aspects de ce projet qui nous tenait aussi à cœur, c'était de l'ouvrir sur la communauté locale des habitants de Malia et d'en faire donc un projet participatif. Bon, c'est vrai que c'est très à la mode, mais c'est aussi lié au fait que l'expérimentation se prête particulièrement bien à ces projets participatifs parce que c'est beaucoup plus facile d'intégrer des noms scientifiques, des noms professionnels dans le cadre de ces chantiers participatifs, alors que sur les chantiers archéologiques en Grèce, c'est beaucoup plus compliqué parce que les choses sont beaucoup plus contrôlées. Et ça s'est révélé extrêmement intéressant pour nous parce qu'évidemment, les habitants du village avaient des connaissances sur les matériaux, sur des gisements de matériaux que l'on ne connaissait pas, par exemple. Et donc, ça a donné lieu aussi à des échanges qui ont été vraiment enrichissants pour nous. On en verra aussi quelques exemples. Donc, c'était aussi dans l'objectif d'essayer de sensibiliser un peu les gens au patrimoine bâti minoen. Et puis, nous avions aussi pris contact avec des architectes locaux qui essaient de valoriser, de promouvoir la construction en terre aujourd'hui en Crète. Ce qui n'est pas du tout évident parce qu'en fait la construction en terre a disparu en grande partie de Crète depuis plusieurs siècles. La construction traditionnelle se fait en pierre et d'ailleurs les briques crues dont je vais vous montrer des exemples, c'est un système de construction qui a été abandonné, je pense, après l'âge du bronze. C'est quelque chose qui est extrêmement ancien. Alors, quelques mots aussi donc, sur ces modèles, puisque dans l'architecture minoenne, il y a évidemment différents types de construction. Nous avons décidé de suivre donc, le système constructif qui est bien documenté au quartier Mu, que je vous ai déjà montré tout à l'heure, notamment avec ce système de pièces de bois horizontales dans les murs en briques. Et donc, bon, voilà, il y a un certain nombre d'études qui ont déjà été réalisées sur la construction de ces murs au quartier Mu. Et puis voilà une maquette qui vous donne aussi une idée de la façon dont on restitue ce quartier Mu. Bon, alors, on peut peut-être pas aller jusqu'à 4 ou 5 étages, mais donc un complexe extrêmement dense. Évidemment, il ne s'agissait pas de répliquer un bâtiments de la taille de ceux qui ont été découverts au quartier Mu. Notre objectif était beaucoup plus modeste. Et donc, vous allez voir que de fait, le bâtiment que nous avons construit ne correspond pas à un bâtiment minoen connu. Ce que nous avons essayé de répliquer, ce sont plutôt les techniques, mais pas le plan d'un bâtiment. Les bâtiments minoens sont en général assez grands. L'autre élément que nous avons pris pour modèle, c'est une structure associant une porte et une fenêtre qui a été bien préservée dans un autre complexe monumental de Malia que l'on appelle la crypte hypostyle, qui a été fouillée dans les années 1960, pour lequel il y a eu des propositions de restitution, mais avec très peu de détails sur la structure bois, sur les assemblages, et donc là aussi il y avait des questions spécifiques qui se posaient. Donc vous voyez que c'est une porte qui est assez monumentale, elle est large de 90 cm, ça ne correspond pas à la largeur d'une porte d'entrée dans la plupart des bâtiments minoens, les portes sont quand même plus étroites, et donc de fait là aussi nous avons choisi une porte qui est
largement surdimensionné par rapport aux petits bâtiments que nous avons construits. Mais c'était voilà, pour répondre à des questionnements particuliers. Alors, il était impossible, malheureusement, de construire ce bâtiment expérimental directement sur le site archéologique, ce qui aurait pu être intéressant pour l'intégrer éventuellement au circuit de visite, mais voilà, le service archéologique limite drastiquement toute construction. Et donc, nous avons trouvé un terrain à environ 2 km à l'ouest du site archéologique, ce qui s'est révélé également intéressant pour la participation de la population locale, parce que finalement c'était un endroit qui était complètement ouvert et dans lequel les gens se sentaient complètement à l'aise de passer très facilement. Donc ce champ finalement nous a paru assez adapté à ce que l'on souhaitait réaliser. Alors pourquoi je ne peux plus avancer ? Je ne sais pas. Voilà. Donc le plan a été dessiné avant la construction, puisqu'évidemment il fallait savoir ce que nous souhaitions construire. Donc il y a une architecte qui a réalisé ces plans. Ce que vous voyez là, ce sont les plans initiaux qui ont finalement été réduits, parce qu'on s'est rendu compte, après diverses péripéties que je mentionnerai peut-être, que nous ne réussirions pas à construire le bâtiment de 15 mètres carrés que nous avions prévu au départ. Donc finalement, c'est un bâtiment, si vous voulez, à échelle 1, parce qu'on l'a construit jusqu'à la toiture. Nous avons conservé l'élévation, mais la surface intérieure est quand même très réduite. Je reviendrai sur les détails, et donc je vais essayer de présenter un petit peu les étapes que nous avons suivies, les difficultés aussi que l'on a pu rencontrer, et les résultats que l'on peut essayer déjà de mettre en valeur. Donc le chantier a commencé en juin 2023, il s'est poursuivi ensuite pendant une dizaine de jours en juillet de l'année dernière. Au départ, nous pensions pouvoir achever la toiture à ce moment-là, mais là aussi on avait vu un petit peu trop gros. Et donc la deuxième partie du chantier a été réalisée en juin 2024, cette année. Alors, une étape que nous avions justement un petit peu sous-estimée dans la préparation du chantier, c'est la préparation de la terre à bâtir, qui est une étape assez longue. Et pour notre si petit bâtiment, il a fallu vraiment des quantités massives de terre, ce qui pose quand même question sur les volumes de terre qui étaient utilisés dans des complexes aussi monumentaux que le quartier Mu. Donc je l'ai dit tout à l'heure, concernant les briques, donc, qui sont des briques crues, séchées au soleil, mais dont certaines ont donc été cuites dans l'incendie qui a détruit les bâtiments. On avait donc un certain nombre d'éléments sur leur composition, notamment, et on le voit assez bien à l'œil nu, le fait que contrairement à la plupart des briques crues qui sont utilisées encore aujourd'hui dans beaucoup de pays méditerranéens ou en Afrique, où on intègre de la paille ou de la balle de céréales dans l'argile, en Crète, il y avait des traces très nettes de plantes marines, différentes plantes marines qui ont été utilisées comme dégraissants végétaux, qui sont des posidonies. Donc ça, on le sait depuis un certain temps par des études antérieures. Et Marta Lorenzon, qui a donc réalisé sa thèse sur la terre à bâtir dans le monde minoen, l'avait bien mis en évidence à Malia. Et il se trouve que c'est une plante marine qui est encore largement abondante sur les côtes en Crète, comme dans beaucoup
de région méditerranéenne et qu'il est extrêmement facile d'aller la ramasser sur le rivage. Et donc on voit tout de suite qu'un des intérêts de la Posidonie, c'est qu'elle est disponible toute l'année. Elle est même déjà hachée finalement par les vagues, donc elle peut être utilisée directement, puisque ce qu'ont montré les analyses réalisées par Martha Lorenzon, ces plantes n'étaient pas rincées, elles étaient intégrées avec leur sel dans les briques, ce qui paraît une hérésie à la plupart des architectes actuels, parce qu'on considère que le sel va fragiliser la construction en terre. Mais le sel a aussi des propriétés antifongiques, par exemple, donc ça pouvait avoir un intérêt sur les briques minoennes. Alors, à côté des Posidonies, les Minoens utilisaient aussi la balle de blé. La balle, c'est ce qui reste des grains lorsqu'on a séparé justement le grain de cette enveloppe. Aujourd'hui, en tout cas nous n'avons pas réussi à trouver de la balle de céréales. La balle, elle est intégrée à la paille en fait, qui est conservée par les agriculteurs. Donc nous avons haché de la paille et nous avons réalisé différentes recettes pour avoir une série de briques différentes, pour voir comment ces briques se comportent dans le temps, et puis ensuite pour voir si en les analysant, on retrouve des éléments analogues aux briques minoennes. Donc voilà, on a réalisé des briques avec uniquement des Posidonies, d'autres avec uniquement de la paille. On a aussi essayé d'ajouter de la bouse de vache parce que ça fait partie des ingrédients qui sont communément utilisés pour fabriquer les briques. Mais l'expérimentation a été assez réduite parce que je me suis rendu compte que les étudiants refusaient absolument d'aller malaxer de la terre à bâtir avec de la bouse de vache. Donc on a fabriqué une toute petite série. Et donc ces dégraissants végétaux ont été ajoutés à la terre locale, alors que nous n'avions pas creusé nous-mêmes, vu les quantités que nous avions prévu d'utiliser, à peu près 15 mètres cubes, mais que l'on a récupéré en fait sur les chantiers de construction, donc qui provenaient de la plaine de Malia autour du site. Donc je reviendrai sur les propriétés de cette terre, je pense, un petit peu plus tard. Donc, une longue étape qui nous a pris au départ pas mal de jours, parce qu'au départ on a commencé à construire ces énormes tas de terre dans lesquels il fallait rajouter des quantités d'eau absolument impressionnantes. Et donc on s'est rendu compte que vraiment on ne pouvait pas s'en sortir comme cela et que si on voulait vraiment bien mélanger ces ingrédients, bon, voilà, il faudrait avoir une paire de bœufs parce que nos jambes et nos pieds, même avec la participation des habitants, n'y suffiraient pas. Donc, dans un deuxième temps, nous avons d'abord intégré des bâches en plastique. Donc ça, évidemment, ça n'était pas un des éléments qui était utilisé par les Minoens, mais ça nous a permis d'économiser de l'eau. Et de toute façon, les premiers essais avaient déjà montré que ce paramètre de l'eau était quand même un paramètre que nous n'avions pas tellement pris en compte en fait, dans les études, parce qu'il en faut un volume effectivement très important. Je reviendrai aussi là-dessus. Et puis donc ensuite, on a malaxé par petites unités avec... Alors si la vidéo marche ici, il faut peut-être que je sorte du pointeur. Alors... Vous savez comment on arrête le pointeur? Il faut peut-être que j'aille... Ah ben voilà, juste. Parce que ça, c'était donc une habitante... Ah, on n'a pas le son, mais c'est pas grave. Vous auriez eu la musique crétoise. Où finalement, assez souvent, les Grecs dansaient sur la terre en nous disant que c'était certainement comme ça qu'ils devaient faire.
oui, j'ai dit que c'était une longue étape parce qu'il faut aussi prévoir un temps de repos, puisqu'en général, donc ça, on ne sait pas dans quelle mesure c'était le cas, toujours en tout cas à l'époque minoenne, mais dans la plupart des cultures qui fabriquent, qui utilisent la terre à bâtir, on considère que la macération va avoir des propriétés positives, qui sont d'ailleurs pas toujours très bien expliquées du point de vue chimique, sur la terre à bâtir. Alors, ces premières étapes, elles ont inclus donc la fabrication des briques, qui était évidemment un préalable. Alors là aussi, par l'observation des briques minoennes, qui ont en général, je ne sais pas si vous voyez bien, un petit bourrelet sur le côté, on voyait bien que ces briques avaient été fabriquées en enlevant le moule par le haut. Donc on a commencé avec des moules simples, et puis ensuite, pour aller un petit peu plus vite, nous avons fait fabriquer un moule triple, parce que nous avions pris un petit peu de retard. Et puis donc dans cette technique, il s'agit en fait de projeter la terre qui a donc été mélangée avec la paille ou la posidonie. Et vous voyez que c'est quand même assez long, puisque les moules sont longs de 60 cm. Donc on a effectivement ces briques qui sont beaucoup plus grandes que ce qui est fabriqué aujourd'hui, ça c'est sûr, mais même que ce que l'on peut trouver à la même période, à l'âge du bronze, en Égypte, au Proche-Orient, en Mésopotamie. On fabriquait en général des briques de dimensions vraiment plus limitées. Et donc ces briques ont été mises à sécher directement sur le sol. On voit bien que c'était probablement le cas aussi à l'âge du bronze, parce qu'il y a un certain nombre d'empreintes. Et puis nous avons utilisé très peu d'outils, là aussi en se fondant sur les traces qui étaient préservées. Alors, ces différentes étapes nous ont permis de fabriquer 350 briques en une douzaine de jours, ce qui est très peu par rapport à une fabrication professionnelle de briques. On considère qu'en Égypte, les ouvriers briquetiers peuvent fabriquer jusqu'à 2000 briques par jour. Alors, des petites briques, ce sont des briquettes. Et c'est aussi ce paramètre qui nous a conduit à limiter la taille du bâtiment, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne réussirait jamais à produire le nombre de briques nécessaires, parce que nous avions tâtonné, et parce que cette technique est donc complètement abandonnée en Crète, et il n'y avait aucun ouvrier crétois qui pouvait nous indiquer comment faire, même s'il y avait des gens qui participaient au chantier et qui avaient déjà participer à des expérimentations sur des briques ailleurs. Mais bon, voilà, la terre locale a présenté aussi quelques difficultés, notamment le fait qu'elle était encore plus argileuse que ce que nous pensions. Donc vous voyez que les premiers essais n'ont pas non plus été très concluants, parce qu'on n'avait pas intégré suffisamment de dégraissants. Donc il y a eu aussi des tâtonnements pour trouver la bonne recette. Mais je précise que même ces premières briques qui présentaient beaucoup de fissures à peine quelques heures après leur fabrication ont pu être utilisées dans la construction, et c'est ça aussi qui est intéressant avec la construction en terre crue, c'est que tout est utilisable ou réutilisable, y compris sous la forme de fragments finalement, ou de quarts de briques, de demi-briques. Et donc ces briques ont séché, parfois seulement quelques jours pour les dernières, parfois donc environ 2 semaines pour les premières, mais donc la plupart ont pu être intégrées dans la construction. Non, pardon, je me trompe de côté. Et donc vous voyez que les dernières avaient bien meilleure allure, et donc elles ont été marquées en fonction de leur composition, pour pouvoir ensuite réaliser les analyses. Alors,
Évidemment, sur un chantier comme celui-ci, où il y a quand même un certain nombre d'étapes, on n'a pas pu tout expérimenter, donc il a fallu aussi sélectionner les questions. De fait, les briques archéologiques que l'on retrouve intègrent aussi parfois donc des restes d'activités humaines qui montrent que les Minoens récupéraient aussi la terre à bâtir voilà, dans une ruine ou après une destruction pour produire de nouvelles briques à partir de ces matériaux. Donc ça, ce sont des choses que nous n'avons pas pris en compte. C'est une des étapes, toute cette étape de préparation de la terre et de fabrication des briques, pour laquelle il y a eu pas mal de participation donc des locaux, y compris donc des écoles hein, qui ont fabriqué leurs demi-briques, qui ont aussi été intégrées dans la construction. Alors, après cette étape-là, il y a un certain nombre de points nous semblaient déjà intéressants parce que finalement, par rapport à la question que je soulevais tout à l'heure, qui était celle de l'autoconstruction et de l'idée que chacun pouvait produire ses propres briques dans la ville minoenne pour construire sa maison, on s'est rendu compte qu'avec notre nombre assez ridicule hein, par rapport à ce qui était nécessaire pour construire une vraie maison minoenne, pour nos 350 briques, nous avions besoin d'un terrain assez important pour le séchage des briques, hein, puisque même si on peut les retourner au bout de quelques jours, on ne peut pas les empiler immédiatement. Et il y avait cette nécessité d'accéder à des volumes très importants d'eau, qui est d'ailleurs un paramètre qu'on a cessé de mesurer assez rapidement, parce que c'était impossible de mesurer les quantités d'eau pour fabriquer la terre à bâtir, c'était vraiment trop important avant que l'on utilise les bâches. Et donc ça nous conduit quand même à mettre sérieusement en doute cette idée de l'autoconstruction qui est possible pour réparer un mur peut-être, mais pas tellement au-delà, parce qu'une ville minoenne comme Malia était une ville densément peuplée, surtout à la période des premiers palais, qui laissait quand même relativement peu d'espace pour faire sécher les briques. Et de toute façon, il fallait accéder à l'eau. Et donc, moi, ça me conduit à proposer qu'il y avait probablement des secteurs dans lesquels on fabriquait les briques à proximité immédiate de la ville, puisque les Minoens, à Malia, mais pas seulement à Malia, également dans d'autres sites palatiaux, se sont installés à proximité de sources d'eau douce. Il y a des marais, un marais qui est encore présent en bordure de la ville et qui est en fait un secteur parfaitement adapté pour produire des briques en prélevant de la terre qui est déjà à l'état boueux et dans laquelle on n'a pas besoin d'ajouter des quantités d'eau trop importantes. Et donc ça pose la question de l'existence de briqueteries, alors qui pouvaient être saisonnières, pas nécessairement existantes pendant toute l'année, mais qui, voilà, jusqu'à maintenant, n'avaient pas été... c'était pas une idée qui avait été mise en avant pour le monde minoen, hein, et je vous montre là voilà, des images qui sont issues qui sont tirées d'un documentaire sur la fabrication traditionnelle de briques au Maroc, et qui, à mon avis, peut être voilà, mise en parallèle avec ce qui était pratiqué à Malia. Alors, pourquoi ça bloque un petit peu? Non, c'est bon. Alors, une fois ces briques préparées, peut-être qu'il faut que... Ah oui, il faut vraiment que j'accélère. Il a fallu construire le soubassement en pierre, qui est indispensable donc, pour mettre à l'abri les murs de briques. Donc là, nous avons reçu une formation accélérée. Bon, je vais passer sur la petite vidéo. Et puis en parallèle, donc l'équipe bois préparait les éléments de bois intégrés à la fois dans la maçonnerie et puis pour la structure de la porte et de la fenêtre.
Donc le bois qui a été acheté, parce que là aussi, on n'a pas essayé de répliquer la totalité de la chaîne opératoire, ils ne sont pas allés couper du bois dans les forêts crétoises, c'est malheureusement du bois qui a été acheté dans le Péloponnèse, et du bois qui avait été coupé l'année précédente, donc qui était très sec, ce qui a posé un réel problème pour le travail avec des outils en bronze, puisqu'en revanche, donc, la majeure partie des étapes ont été réalisées avec des outils donc, qui répliquent les outils en bronze connus pour la période minoenne. Et la plupart des outils qui ont été utilisés sont des outils expérimentaux qui avaient déjà été fabriqués par une collègue, Elena Maragoudaki, qui est spécialiste de la charpenterie navale, mais qui utilise des outils qui sont les mêmes que celles de la charpenterie minoenne en grande partie. Pour cette étape, s'ajoute au fur et à mesure du travail expérimental une étude tracéologique, c'est-à-dire une étude des traces sur les lames des outils utilisés ou sur le tranchant des haches utilisées, enfin ça a surtout porté sur les scies, dans le cadre d'un doctorat en cours qui porte justement sur les outils de charpentier minoen. Donc voilà les différentes pièces de bois qu'il fallait façonner, donc certaines simplement écorcées, d'autres quadrangulaires. Et une des grandes questions pour laquelle il fallait là se lancer dans des tests exploratoires, c'est la question des assemblages, parce que là pour le coup on n'a absolument aucun élément, puisque on a uniquement le vide correspondant au bois. Donc l'expérimentation sur les différentes mises en œuvre du bois, donc est passée par l'écorçage, le sciage, différents systèmes de refonte à l'aide de coins en bronze et en bois, qui ont montré qu'il s'agissait là d'étapes relativement faciles, qui ne nécessitaient pas de savoir-faire très, très élaboré, à condition que ce soit fait sous la direction du charpentier que vous voyez là assis sur le tronc, qui est un charpentier naval grec. En revanche, pour la fabrication des assemblages, là, ça posait des questions beaucoup plus complexes, avec des temps de réalisation assez longs. Donc c'est là que la difficulté de travailler ce bois sec s'est ajoutée. Donc avec des choix qui ont été faits, qui ne sont peut-être pas donc, ceux des Minoens, sur la réalisation de mi-bois pour assembler les éléments horizontaux et la réalisation de tenons et mortaises pour assembler les éléments horizontaux et verticaux. Donc avec des difficultés notamment liées au fait que chaque tenon doit être exactement adapté à la mortaise qui a été creusée préalablement et qu'il y a donc voilà, tout ce temps de préparation qui s'est ajouté au travail, mais un travail donc mené à bien par cette petite équipe. Donc vous voyez là les différents éléments de la porte et de la fenêtre, qui a donc pu être installé sur le bâtiment une fois que les murs avaient été en grande partie construits. Alors, je viens rapidement à cette maçonnerie qui nous a semblé finalement assez facile après la longue étape de fabrication des briques, puisqu'il n'a fallu finalement que 4 jours pour monter ces murs, avec des éléments qui ont pris du temps. Par exemple, l'aménagement d'une niche, ce sont des éléments que l'on peut observer dans les murs, certains murs minoens qui ont été conservés. Alors, il y a aussi des éléments qui avaient été prévus dans le plan, notamment une petite ventilation que l'on souhaitait aménager simplement en séparant 2 briques à l'arrière du mur. Mais bon, là, c'est vrai que les étudiants sont allés trop vite, donc finalement, on a une petite pièce sans ventilation, ce qui n'est probablement pas ce que les Minoens auraient fait, mais ça va nous permettre aussi d'enregistrer les conditions d'hygrométrie et de température dans ce cadre-là. Et donc c'est là que nous nous sommes rendus compte qu'un des paramètres dans la description archéologique des briques
qui a été très rarement mis en avant, c'est le poids des briques. Parce qu'on parle toujours des dimensions, mais en fait une brique donc longue de 60 cm par 35 et donc une épaisseur moyenne de 9 cm, c'est une brique qui pèse 40 à 42 kg. Et donc, nous nous sommes rendus compte d'abord qu'il était impossible de la transporter seule, donc il faut toujours être à deux. Donc ça implique aussi des équipes relativement nombreuses, parce qu'il faut toujours produire du mortier au fur et à mesure, du mortier de terre pour monter les murs. Ça pose aussi la question des échafaudages, parce qu'en fait, très rapidement, on ne parvient plus à monter ces briques. Donc là, il y a tout un tas de questions voilà, qu'on ne s'était pas posées de façon théorique en regardant les vestiges archéologiques et qui sont apparus. Hein. Donc on a eu des systèmes d'échafaudage pas toujours tout à fait sécurisés, mais cette année, c'était un petit peu mieux. Et puis, donc après la mise en place de la structure porte et fenêtre, nous avons comblé les vides entre les montants, et c'est là qu'on peut utiliser en fait tous les fragments de briques, justement ces briques cassées. En fait, tout peut être intégré dans cette, notamment dans cette partie-là. Alors, ces murs ont été enduits d'abord d'un enduit argileux, comme on le voit aussi sur les structures minoennes, hein, donc là aussi avec des volumes très importants nécessaires, hein, de 200 litres d'enduit simplement pour un mur. Je vous montre là l'agriculteur qui cultivait le champ voisin, qui nous avait observé de façon un peu dubitative pendant 3 semaines et qui a fini par venir mettre lui aussi les pieds dans la boue, et malheureusement il est mort dans l'hiver, donc il n'aura pas vu la maison tout à fait terminée. Là aussi des tâtonnements, parce que notre premier enduit qui a été réalisé sous des températures trop élevées, il faisait 35 degrés ou plus, c'est assez rapidement fissuré, donc il a fallu rajouter en fait beaucoup de paille, hein, de façon à éviter cette rétraction de l'argile. Et puis nous nous sommes arrêtés là en août, début août 2023, avec une couverture temporaire. Alors, j'étais pas tout à fait au bout. On me dit que l'appareil a rencontré un problème. Ah, en fait, il s'est éteint et il redémarre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, je ne sais pas si je réussirai à vous montrer quelques images de plus, mais de toute façon, je crois que j'ai parlé trop longtemps sur les premières étapes. Ce que je peux peut-être dire pour terminer, je vous laisse peut-être, c'est que nous avons donc repris le travail en 2024 sur un bâtiment qui avait finalement pas trop mal passé l'hiver. Alors on a profité du fait qu'il a très peu plu, malheureusement pour les Crétois, pendant l'hiver et le printemps dernier. Mais ça a permis en tout cas au bâtiment de subsister sans trop de dégâts. Et donc cette année, il nous restait en fait deux grandes étapes. Alors, nous sommes ici. À terminer, la toiture, évidemment. Et donc la toiture, ça c'est un élément qui était intéressant pour nous, parce qu'on a très peu de données sur les toitures, qui sont en général conservées de façon très très fragmentaire. Donc ça posait des questions là aussi intéressantes à résoudre au fur et à mesure de l'avancée, et des choix aussi qu'il fallait faire dans le travail. Alors, juste je vous montre rapidement ce à quoi ressemblait... On le voit, oui, voilà. Le bâtiment, donc il y avait eu quelques ravinements, mais assez localisés, et surtout qu'ils n'avaient pas attaqué la structure des briques. Et on voit aussi là l'intérêt de produire des briques aussi massives, c'est qu'effectivement, avant que l'eau pénètre à l'intérieur de la brique, il faut quand même plusieurs averses.
Alors, je vais passer sur le sol qui était un sol en terre battue. Alors, l'autre élément qui a provoqué là aussi beaucoup de discussions entre les spécialistes, c'est la porte, parce qu'on n'a conservé aucune porte de la période minoenne. Donc là aussi, il fallait faire des choix correspondant à ce qui était envisageable avec le type d'outils et le type de compétences que l'on associe aux charpentiers minoens. Donc voilà la porte installée, on pourra revenir dessus si vous avez des questions. Donc un assemblage, je précise, uniquement en bois, puisqu'il n'y a pas de clous de bronze, il n'y a pas de clous métalliques pour cette période. Et puis donc une toiture terrasse que nous avons construite en fait avec différents systèmes pour tester les différents types de végétaux dont on voit les empreintes en fouille. Donc ici, d'un côté, des rondins de bois et de l'autre, des roseaux qui ont été ramassés dans le marais, en bordure du marais à proximité. Une deuxième couche végétale avec des posidonies à nouveau, donc ces plantes marines, et on a intégré, alors sur le conseil là aussi des habitants, ce qu'on appelle les pimprenelles épineuses. Je ne connaissais pas le nom, mais c'est une plante qui est extrêmement abondante aussi dans la campagne et qui était utilisée dans la construction traditionnelle en Crète, dans la construction des toitures. Et on voit bien que lorsqu'elles sont piétinées, en fait, il y a vraiment une structure comme un filet qui peut être assez efficace pour retenir la terre. Donc on pourra comparer justement ces différents systèmes sur la toiture. L'ensemble a été recouvert de terre, la terre du terrain simplement humidifiée. Et donc là, le problème que nous avons eu, c'est que nous n'avions plus suffisamment de briques pour monter le parapet et que donc la couche de terre est plutôt limitée, inférieure à ce que l'on suppose pour ce type de toiture, parce qu'on n'a pas dépassé de beaucoup les 10 cm. Ça posait aussi la question d'outils pour damer, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que nous n'avions pas des outils qui étaient vraiment efficaces pour damer correctement cette terre. Par piétinement, ça n'est pas suffisamment efficace. Et puis nous avons recherché une terre qui est appelée par les habitants de Malia justement la terre du toit, la domatocoma, ou la terre grasse, la lépidocoma, dont on a trouvé un gisement à quelques kilomètres et qui a été utilisée sur la toiture. Alors, comme on n'avait pas la possibilité d'en mettre une couche très épaisse, on a quand même appliqué aussi un enduit de chaux. Et puis donc nous avons terminé avec cette terre très argileuse, cette argile verte qui, une fois polie, forme effectivement un sol qui a l'air d'être efficace. Vous voyez qu'il y a eu aussi des tâtonnements, mais dans certaines cultures traditionnelles où on construit comme cela, en fait, cette terre qui retourne à l'état poudreux n'est pas considérée comme étant quelque chose de problématique parce que justement, cette poudre va s'infiltrer dans les fissures et à la pluie suivante, ces fissures seront bouchées grâce à l'infiltration de cette terre. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses intéressantes aussi à observer. Donc voilà ce à quoi ressemble la toiture. Il me reste, alors je passe tant pis sur les enduits de chaux sur lesquels on n'a pas pu de toute façon beaucoup expérimenter. Ce sont vraiment des questions qui sont assez spécifiques. Et puis voilà, il nous restait à installer une canalisation en terre cuite. Sur le modèle, la canalisation que vous voyez tout en haut, c'est un conduit qui a été retrouvé au quartier Mu, donc qui date de la période protopalatiale. Et donc c'est un élément qui nous paraissait indispensable pour évacuer l'eau de la toiture, qui avait déjà une pente aussi dans ce but, donc que nous avons fait fabriquer par un potier traditionnel, et dont on verra si elle fonctionne. Et puis vous voyez là, donc ce bâtiment terminé, recouvert donc d'un enduit de chaux assez grossier pour la partie extérieure. Et justement, ces expérimentations sur l'enduit de chaux, ça pourrait faire partie des étapes que l'on pourrait approfondir et sur lesquelles on pourrait éventuellement revenir.
Alors, il reste encore pas mal de choses à faire. Le bâtiment est construit, mais donc maintenant, nous allons pouvoir l'étudier, voir comment il se comporte, comment il réagit pendant au moins une année. Donc, il y a déjà des briques qui ont été mises de côté pour être analysées. Et puis, donc, l'objectif final est d'incendier ce bâtiment. Donc là aussi, théoriquement, ça paraissait faisable. En fait, on voit que c'est un bâtiment qui est tellement massif et solide qu'à mon avis, il faudrait vraiment mettre le feu à tout le quartier pour obtenir un résultat comparable à ce qu'on peut voir dans le quartier Mu, par exemple. Donc voilà, là, on travaille avec des ingénieurs spécialisés justement dans l'incendie des structures pour voir ce qui sera possible de faire, mais a priori plutôt en 2026, donc en cours, on a sauté en cours également, voilà, un film documentaire qui est en cours de montage, je passe sur la vidéo, et puis quelques images donc, de tous ceux qui ont été associés à ce travail très, très collectif. Et puis je vous remercie de votre attention, je m'excuse si j'étais un peu longue. Merci beaucoup. On va laisser maintenant la parole à la salle. Si vous avez des questions, on est deux à avoir des micros, donc on ira vers vous pour vous les transmettre. Bonsoir et bravo pour votre expérience et la présentation. Juste une petite anecdote de mon expérience. J'étais architecte de 1971 à 2012. Et j'ai travaillé avec une société qui posait de la pierre. Je reprends votre interrogation sur le poids des briques. Et une entreprise qui posait de la pierre, et au début des années 80, et le monsieur était très âgé, et se rappelait très très bien que lorsqu'il était jeune, les journées de poseur de pierre étaient de 40 mètres carrés après la guerre. Ensuite, au début des années 80, elles étaient de 15 à 20 mètres carrés. Et lorsque, sous mon cabinet, il y a eu les travaux d'aménagement après le parc Saint-Georges, la pose des pavés de pierre était de 3 mètres carrés par jour. Donc la capacité de résistance de l'homme a beaucoup changé en 30 ans. Oui, d'autant qu'on ne sait pas qui construisait effectivement, enfin, dans des complexes de type monumental ou palatial. Enfin, on sait que l'esclavage, par exemple, existait à l'âge du bronze récent, en tout cas. Et donc, on peut imaginer aussi des systèmes de corvée qui sont aussi attestés. Donc voilà, évidemment, tout ça peut être adapté à ces différents cadres de travail. Merci beaucoup, c'était très intéressant, bravo. Et j'ai plusieurs questions. Comment les habitants ont été approchés pour faire partie de ce projet ? Alors, nous sommes passés principalement par les associations locales et nous avons la chance aussi d'avoir une doctorante qui a été donc associée au projet, qui réalise sa thèse sur les relations entre la population locale et le site archéologique de Malia, et qui donc a intégré finalement toute cette prise de contact et la façon dont ça s'est passé dans son projet d'études doctorale en fait. Et là, plutôt des questions techniques pour cette chambre d'étudiants que vous avez créée, parce que je me rappelle dans mes études, j'ai vécu à Paris à 9 mètres carrés, pile la taille. Donc, vous n'avez pas parlé du type d'argile. Vous avez parlé beaucoup d'argile, mais pas du type d'argile. Je n'ai pas vu associer des géotechniciens ou géotechniciennes avec vous, parce que le problème de l'eau, ça n'est un. Parce que si vous mettez beaucoup, ça coule. Si vous mettez peu, ça ne tient pas. Et il y a un optimum et il y a des mesures qu'on peut faire. Et d'ailleurs, quand la dame jetait le matériau pour pouvoir créer les briques, ce jet
qui est à hauteur d'homme, permet d'évacuer le surplus de l'eau et maintenir l'eau qui doit être là pour pouvoir faire la construction par la suite. Donc on parle plutôt de teneur en eau, donc la masse d'eau par rapport à la masse du solide. Et j'aimerais aussi savoir, vous parlez de dégraissant et pas de stabilisant. J'allais dire plutôt ça, que les fibres, ça stabilise, mais je ne sais pas à quoi vous faites référence. Alors, c'est vrai que j'utilise ce terme de dégraissant qui est plutôt celui des céramologues quand on parle des dégraissants présents dans la céramique. Mais voilà, on peut parler d'agrégat ou il y a d'autres termes qui peuvent être plus adaptés pour les briques. Alors c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans le détail de la composition à la fois de l'argile et puis je n'ai pas parlé aussi des quantités importantes de sable qui ont été ajoutées, justement non, parce qu'il s'agit de terra rossa. Qui était donc extrêmement argileuse, que nous avons fait analyser. Mais effectivement, nous n'avons pas pu avoir, pour diverses raisons, les résultats des analyses avant le début du chantier, ce qui nous a conduit aussi à sous-estimer la teneur d'argile présente. D'autant que nous avions des terres un peu différentes parce qu'elles venaient de chantiers différents. Donc il a fallu aussi faire avec ces différentes qualités de terra rossa. Donc c'est toujours cette terre rouge très, très argileuse. Mais donc ça, ce sont des éléments qui sont effectivement étudiés, enfin, notamment par Martha Lorenzon qui réalise différentes catégories d'analyse. Et la dimension la plus large était à plat, c'est ça? Donc chaque partie avait 60 cm de largeur? Alors c'est 60 cm. En fait, nous sommes basés sur le module le plus représenté dans le quartier Mu. Ce sont des briques longues de 59 cm. Donc nous avons fabriqué des moules de 60 cm. Mais qui sont à plat, pas... Qui sont à plat, qui sont à plat. Et alors c'est vrai que dans la conception du plan du bâtiment, on a choisi de mettre les briques en boutisse parce qu'on trouve un certain nombre de murs comme ça. Mais c'est vrai que là aussi, c'était un peu une méconnaissance des capacités de ces murs, à bien te dire. Je pense qu'on les a mis effectivement dans la longueur parce qu'on avait peur que dans l'autre sens, peut-être que les murs seraient un peu trop fragiles. Mais donc on se retrouve avec des murs extrêmement massifs. 60 cm, enfin 59 cm de large. Et dernière interrogation par curiosité, est-ce que pour démouler les briques, vous avez mis du sable entre... D'accord. Oui, effectivement. Donc ça non plus, je ne l'ai pas mentionné, mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus efficace si on mouillait les moules et qu'on y mettait du sable. Et effectivement, dans ces cas-là, la terre ne colle pas du tout, y compris si elle est à l'état, même à l'état boueux, ça se démoule très facilement. Merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Bonjour, vous avez, je crois, pas parlé de fondation, ni pour votre chantier, ni pour les vestiges. Alors, parce que effectivement, les fondations. Alors, comme ce bâtiment est destiné à être détruit et que nous sommes censés rendre son champ aux propriétaires, l'idée était de ne pas faire de fondation trop profonde, d'autant que même si on n'est pas dans la zone archéologique soumise aux protections les plus fortes, on est quand même à proximité du site archéologique, donc il y a aussi une législation. Enfin, ça n'empêche pas les hôtels autour, évidemment, d'être construits avec des fondations. Mais nous, notre objectif n'était pas de tomber sur des vestiges archéologiques, donc on a réalisé des fondations très peu profondes, une quinzaine de centimètres, je dirais. D'autant que, en fait, nous avons dû construire le bâtiment dans la partie basse du terrain, qui n'est pas forcément l'endroit le plus adapté pour construire un bâtiment parce qu'il y a évidemment l'écoulement de l'eau qui se dirige de ce côté-là, mais c'était en fait l'endroit qui était le plus à distance des bâtiments environnants. Il y a notamment des serres en plastique et donc voilà, avec l'idée de l'incendie, il fallait qu'on soit un peu loin. Dans les bâtiments minoens eux-mêmes, on trouve des bâtiments sans fondation qui peuvent être construits directement en fait sur les vestiges antérieurs qui sont simplement tassés, et donc on a des remblais assez mélangés de céramique, de pierre,
voilà, assez hétérogènes qui peuvent servir de fondation. Parfois, il y a des radiers de pierre. Il y a rarement des fondations très profondes, en tout cas. Parfois, le rocher naturel qui est simplement aménagé. Voilà. Je me demandais à propos de l'eau qui a été utilisée. Je sais effectivement qu'on a pu montrer que les posidonies n'étaient pas dessalées pour être intégrées à la brique, mais est-ce que la présence de sel pourrait indiquer que de l'eau de mer avait été utilisée ou il n'y en a pas assez pour que ce soit le cas? Alors moi je me suis assez rapidement posé la question parce que donc, au départ nous pensions utiliser l'eau des puits présents sur le terrain. Mais comme c'était une année très sèche, on a vite compris que ce ne serait pas possible. Et donc, nous avons tiré un tuyau de l'hôtel voisin qui nous a gracieusement mis à disposition de l'eau, parce qu'on ne pouvait pas non plus aller chercher effectivement des seaux d'eau de mer. Mais je pense que c'est tout à fait possible. Et que, effectivement, dans une année sèche, l'eau, elle était disponible là. Donc, je pense que c'est quelque chose de tout à fait possible, oui. Puisque nous sommes à Lyon et pas très loin de l'île d'Abo, il y a un centre depuis 1979 qui travaille sur justement l'utilisation de la terre et de la terre crue, Cratère. Vous avez travaillé avec eux? C'était juste une curiosité. Non, je n'ai pas directement travaillé avec eux, justement parce que j'ai trouvé des architectes crétois qui, eux, ont travaillé avec Cratère, parce qu'effectivement, c'est quand même le centre de référence pour la construction en terre crue en Europe, disons, au moins, si ce n'est mondialement. Et donc, j'ai préféré, en fait, voilà, travailler avec des locaux, parce que ça permettait de mettre en place d'autres réseaux, plutôt que de faire venir des Français là-bas. Mais voilà, après, on s'est quand même fondé sur les publications de Cratère. Ça a été une aide, de toute façon. Vous avez parlé aussi dans les vestiges de briques en terre cuite. Est-ce que c'est les mêmes dimensions et dans quel cas elles sont utilisées plutôt que celles qui sont crues? Alors, il n'y a pas, à notre connaissance, de briques volontairement cuites pour être utilisées dans la construction. La brique cuite que j'ai pu montrer à un moment donné, c'est une brique qui a été cuite dans l'incendie qui a détruit le quartier Mu. Et effectivement, on retrouve des fragments de briques cuites, mais dont on considère qu'elles ont toutes été cuites dans un incendie involontaire et pas dans le processus de fabrication. Parce qu'il me semblait que vous aviez parlé de cuisson volontaire ou involontaire à un moment, au début. D'incendie volontaire ou involontaire des bâtiments. Parce qu'on peut penser que, effectivement, on a pu mettre le feu volontairement à des bâtiments, mais pas pour préparer, pas pour produire les briques. On peut penser que les briques cuites, elles étaient fabriquées au même moment au Proche-Orient. Mais donc là, il y a peut-être un problème d'approvisionnement en bois, parce que ça demande quand même des ressources importantes pour la cuisson des briques. Donc c'était encore un effort supplémentaire. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence. J'avais une question. Est-ce que vous avez des attestations archéologiques d'autres procédés de mise en œuvre de la terre à bâtir, autres que la brique crue moulée dans les vestiges? Oui, alors je n'ai pas parlé du mortier, mais en fait, la majeure partie, non peut-être pas la majeure partie, mais enfin, une bonne partie de la terre qui a été utilisée dans le mortier. Alors j'ai peut-être pas mentionné les volumes, mais les joints entre les briques sont assez épais en général dans la construction en briques en crête minoenne. Et donc effectivement, ça nous a demandé de produire des volumes extrêmement importants. Bon, j'ai plus
les chiffres en tête. Hein. Donc, mortier de terre également utilisé dans la construction des soubassements en pierre, puisqu'il ne s'agit pas de pierre sèche, mais de pierre, qui utilise là aussi énormément de mortier, parce que la pierre n'est pas taillée. Donc, voilà, on cale là aussi avec des petites pierres qui sont incluses dans le mortier. Et puis, il y a donc la toiture, où là, on n'a pas réussi vraiment, justement aussi parce que ça nous aurait demandé voilà, d'extraire des quantités très très importantes de terre. D'accord, merci. Mais pour le corps des murs, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de banchage ou de... Donc pour le... Pardon, je vous laisse. Il n'y a pas de banchage ou d'autres... De banchage ? Oui, enfin en caisson avec... Non, on n'a pas de traces, enfin voilà, de banchage dans le cadre de pisé. On n'a pas de traces pour cette période-là. A priori, le pisé apparaît plutôt au premier millénaire, plus tardivement. Merci. Merci. Pardon. Je me souviens que j'avais une autre question en revoyant ta diapositive de la maison finie. En fait, vous n'avez pas enduit le bois des encadrements de portes et de fenêtres. Et pourquoi ? Et je le dis parce que il y a quelques années, j'avais suivi un cours sur les mortiers de chaux, en fait, de l'école du patrimoine d'Avignon, et le maçon nous disait que c'était vraiment une aberration actuellement de faire ressortir les chaînages en pierre ou en bois, parce que les gens trouvaient ça joli, mais qu'en fait, originellement, c'était toujours protégé par du mortier de chaux. Oui, alors là, on n'a vraiment pas trouvé d'accord entre les ingénieurs bois qui ont participé ou les architectes, parce que les avis sont assez divergents. Et par ailleurs, on a l'impression, par les empreintes de bois qu'on voit, notamment au quartier Mu, mais aussi dans la crypte hypostyle, que les pièces de bois n'étaient pas, en tout cas pas toujours recouvertes par l'enduit. Il y a des cas où c'est clairement le cas, par contre, parce qu'on voit l'enduit qui remonte. Et là, le choix, il tenait avant tout au fait que, dans le cadre du projet TIMA, il y avait un intérêt d'observer l'évolution de la structure bois, de la porte et de la fenêtre, voilà, dans la longue durée. Ce qu'on a recouvert, ce sont les extrémités de bois, des renforcements horizontaux qui se situent dans certains murs. Ceux-là ont été protégés, parce que là, de fait, ça aurait été une aberration de laisser ça aurait été une fragilité dans le mur en laissant ce bois. Donc là, en fait, on le voit pas, mais on a enduit une partie du bois de façon à ce que la bordure soit recouverte par l'enduit. Donc voilà, mais effectivement, c'est tout à fait discutable sur le plan architectural et scientifique. Il semble qu'il n'y ait plus de questions. Donc, à nouveau, merci beaucoup pour cette conférence. Merci à vous. Et donc, je vous invite le mois prochain, le 20 novembre, nous passerons donc de la brique de Crête minoenne aux poteries Khmer avec Armand Debat. Et pour ceux que ça intéresse aussi, c'est la fête de la science cette semaine. Et il y a le village des sciences de l'Université Lumière Lyon 2 qui se tiendra ce samedi de 11h à 18h sur le campus des Quais. Donc juste à côté. Bonne fin de soirée, au revoir.